Peut-on être ami avec son aide de vie? C'est le sujet de cette vidéo. C'est parti! Cet été, quand j'ai vu ma belle-sœur, on a discuté ensemble et elle m'a dit: tu t'entends très bien avec ton aide de vie, avec Jalila, elle est très bien, elle te rend bien des services, tout ça. Elle m'a même dit: elle te connaît mieux que moi, mieux que nous, même mieux que ton frère. Ma tante elle a dit: pas difficile non plus, hein. Vu qu'ils sont rien à foutre de moi, non. Je ne vais pas dire ça maintenant. De nos jours, c'est vrai qu'ils sont un peu plus proches de moi qu'avant. Mais, si tu veux, bah oui, forcément, Jalila, elle est là tous les jours, donc elle voit comment je me remonte un peu plus. Comment je fonctionne et tout, donc, et c'est un peu son boulot, entre guillemets, d'être proche de moi, puisque comment tu veux répondre aux besoins d'une personne si tu t'en tapes, quoi. Je sais pas comment dire ça. Bon, bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc voilà, ça a été la discussion que j'ai eue avec ma belle-sœur et elle a voulu me donner des conseils et j'ai très bien apprécié ce qu'elle m'a dit, hein. On me disait: mais tu dépenses trop d'argent à la nourriture, alors que tu manges rien. C'est quoi? Tu vas faire des courses, mais tu gâches plein de nourriture. Et puis elle a commencé à engueuler Jalila en disant: ouais, non, mais regardez, il y a plein de choses qui sont périmées dans le frigidaire et il faut les bazarder. Et puis ce que consomme pas Christelle, vous le prenez pour vous. Elle a dit: ben non, je ne vais rien faire sans l'aval de Christelle, c'est à elle de le dire. Pas... Bref, sur le coup, en fait, j'ai rien dit, mais on a eu l'occasion d'en reparler ce midi, c'était sympa parce que je pense qu'il fallait en parler. Et donc, ma belle-sœur qui me dit: Christelle, clairement, je te remets les choses, les pendules à l'heure, tu ne seras jamais, alors ça m'a fait quelque chose, tu ne seras jamais copine avec son aide de vie, ce n'est pas possible, tu la payes. Elle est là parce que bref, et fais laisser, arrête de la payer, elle n'en a plus. Je dis: mais bien sûr que je la paye, bien sûr que si j'arrête de la payer, elle n'en a plus, mais ça empêche que quand elle vient, à force de venir, ça fait quand même bientôt 4 ans qu'on se connaît, il a pu se tisser des liens d'amitié parce qu'on s'entend bien, parce qu'elle est sensible que moi aussi, et qu'on a des affinités, point barre, c'est tout. Le feeling est passé, et puis voilà. Et ce matin, je disais à Jalila, je pense que c'est vrai, sur le coup, je n'ai rien dit, j'en ai parlé à Jalila et on n'en a pas reparlé. Et j'ai envie de lui dire: mais je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que moi, si tu étais aide de vie, que j'avais une amie qui se retrouve dans le besoin, dans la dépendance, si tu veux, elle a besoin de faire venir une aide de vie. Elle me demande: pour mes parents, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que tu pourrais venir? C'est pas parce qu'on est amis que je peux refuser de l'aider si je peux le faire. Mais si je l'aide en allant voir ses parents pour un travail, c'est normal que je sois payée pour le travail que je fais. Et c'est pas parce que je suis amie avec elle que je ne peux pas travailler pour... Même pour elle, à la limite, bon, c'est plus compliqué, si tu veux, en fait, après, de faire la part des choses entre qu'est-ce qui relève de moments d'amitié avec des moments où elle est là pour travailler. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, dans le cadre de travail qu'elle a fait chez moi, ça m'est arrivé de me dire: bon, là, c'est fini, elle a fini son travail, et on passe une demi-heure ensemble à discuter. C'est sympa. Mais je me dis: est-ce qu'elle me fait payer la demi-heure qu'elle fait en plus quand on discute? Ou c'est qu'elle est là parce qu'elle apprécie que je parle avec elle? Et je le sais qu'elle apprécie que je parle avec elle, sinon elle serait déjà partie. Elle n'a aucune raison de rester là si elle s'emmerde, quoi. Et si elle ne travaille pas, bref. Donc j'ai pensé à moi: mais non, je ne suis pas d'accord avec ce que dit ma belle-sœur, non. C'est pas parce que je la paye qu'on ne peut pas tisser des liens d'amitié. Alors, ça en vient dans cette vidéo à parler de quelles sont les qualités requises pour être aide de vie, quelles sont les limites à ne pas franchir, et surtout, de quelle nature peut être la relation entre une aide de vie, un professionnel de santé, et la personne pour qui elle travaille. Voilà. Bien sûr, je vais vous parler de mon expérience,
Mais je parle quand même d'un petit topo que j'ai fait une petite recherche. Et en fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est que là, ils disent ce que peut faire ou pas l'aide de vie, et je me rends compte que Jalila, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Mais bon, moi, tant que je suis d'accord, il n'y a pas de souci, quoi. Par exemple, ils disent qu'il ne faut pas se servir de la carte bancaire de la personne aidée, ni d'aider celle-ci à s'en servir. Je trouve ça bizarre. Moi, ça m'arrive souvent quand on va en pharmacie ensemble, même quand on y va ensemble. Elle connaît mon code, je lui fais confiance, c'est ça aussi, quoi. C'est une aide de vie que j'emploie, c'est la même qui vient tous les jours. Je ne passerai pas ma carte et mon code à quelqu'un que je vois une fois. Non, non. Bref, donc c'est des fois je lui dis, vas-y, tape mon code. Qui le fait. Ou alors quand elle va faire les courses toute seule, elle le fait. Bref, c'est une question de confiance. Et donc ça me fait rigoler quand je dis ça. Et autre chose, ils disent prendre soin des animaux domestiques n'est pas du ressort de l'aide de vie. Quand j'avais mon petit chat, elle m'aidait à le brosser, on allait ensemble chez le vétérinaire. Elle ne m'aurait pas dit. L'autre, elle le faisait, parce que j'ai une autre aide de vie, j'en reparlerai, qui elle, quoi qu'elle m'avait aidé à l'époque. Mais bon, elle ne voulait pas faire les litières des chats. Elle avait le droit de refuser. Voilà. Mais bon, c'est con de dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Enfin, c'est pas. Alors, ce qui me fait rigoler aussi, mais là, il faut que je change de lunettes, parce que sinon je ne vois rien. Pour voir de près, il faut que je mette les autres lunettes. Alors. L'aide à domicile doit établir une relation de confiance, créer un climat de respect mutuel, mais veillera à respecter la juste distance dans la relation aidant-aidé. Preuve de son professionnalisme. La juste distance dans la relation aidant-aidé, c'est bien, ça veut dire quoi en pratique? Et moi je pense que c'est différent si la personne elle aide de temps en temps, une fois par semaine, au coup par coup, ou bien que ça va durer 1 mois, 2 mois. Ou là, dans mon cas, elle vient quasiment, pas tous les jours, mais toi là, par exemple, cette semaine, elle est venue. Elle vient moins souvent en ce moment, parce que des fois, elle est venue aussi le lundi, le mercredi. Elle vient le mardi, le jeudi, et une fois sur 2 le dimanche. Donc elle vient 3 matins par semaine, plus les fois où elle vient en plus pour m'accompagner à des rendez-vous médicaux ou autres. Et donc, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Donc, c'est forcément, le lien est différent que si tu vois la personne pas de temps en temps. Donc, alors, je vais quand même te dire ce qu'elle peut faire ou ne pas faire en principe. Les fonctions de l'aide à domicile. Donc, travaux d'entretien courant, le linge, les repas, les courses, les soins, les démarches administratives, les sorties. Ce qu'elle ne peut pas faire, les démarches financières. Posséder un double clé de l'appartement. Alors, ça me fait rigoler parce que souvent elle a un double clé. Parce que moi je lui dis, si un jour, déjà c'est pratique pour moi parce que j'ai pas à descendre à chaque fois qu'elle arrive, elle toque et puis elle rentre avec sa clé, c'est mieux plus pratique. Mais ça encore une fois, je le donne qu'à Jalila et à Géraldine, quoi. Quoi que j'avais donné aussi à l'infirmier, mais c'est différent. Là encore, la règle souffre des exceptions. L'aide à domicile peut, dans des situations exceptionnelles et avec l'accord de ses supérieurs hiérarchiques, posséder un double des clés du logement d'une personne incapable de se déplacer, par exemple. Et là, il parle souvent surtout des aides à domicile pour les qui sont dans des associations. Forcément, c'est pas pareil. Préparer un pilulier, bon, ça, elle le prépare. Hein. Mais mon père, il touchait pas aux médicaments. On va ensemble à la pharmacie chercher les médicaments, mais après, c'est moi qui me débrouille, quoi. Poser des bancs de contention. Là, c'est le service infirmier. Bon, bah, ça. Prendre soin des animaux domestiques, soutien psychologique, aide à l'autonomie, prévention. C'est bizarre ça. Donc ils disent, le monde se resserre peu à peu pour une personne âgée en perte d'autonomie. L'aider à domicile devient davantage qu'un soutien matériel. Elle représente une passerelle vers l'extérieur, un lien social régulier qui rythme la vie de la personne, voire une présence affective. Cette dernière dimension peut même être exacerbée en cas d'isolement. La domicile doit établir une relation de confiance, donc une juste distance. Mais alors, elle ne peut pas être un soutien psychologique? Une aide à l'autonomie,
À mon avis, ils ont mal classé la chose. Bref. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? L'aide à domicile doit, ça c'est intéressant, encourager la personne aidée à accomplir par elle-même ce qu'elle peut encore accomplir. L'objectif est de maintenir l'autonomie restante. Et en fait, il faut que la personne, elle doit respecter les désirs et les choix de la personne. Accompagner une personne en pas d'autonomie n'est pas un petit boulot, mais un métier. C'est pour ça qu'on écoutait aussi, qu'il y en a une qui avait dit, moi c'est juste un gagne-pain pour l'instant, quoi, avant que je fasse autre chose. Ah bah attends, non, si tu vois ça comme ça, tu peux pas faire le même boulot que la personne pour qui c'est sa vocation, quoi, bah, qu'elle le prend vraiment à cœur, et voilà. Et tu sens la différence en général. Alors, il faut savoir qu'il y a un nouveau diplôme d'État qui s'appelle accompagnant éducatif et social, qui remplace le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et qui a été fusionné avec le diplôme d'État d'aide médico-psychologique. C'est depuis un décret du 29 janvier 2016. Ça, c'était pour le petit aparté. Alors, quoi vous dire d'autre? Ma question est toujours là, est-ce qu'on peut être ami avec son aide de vie? Et est-ce que l'aide de vie peut être ami avec son employeur? C'est ça en fait. Parce que moi, dans cette situation où je suis l'employeur. Alors que quand c'est une aide de vie amenée par une association, je ne suis pas employeur. Je suis le client, finalement. Je vois que ma batterie clignote. Il va falloir que je change. Que je mette... non, pas que je change, que j'aille chercher la prise. Je vous laisse. Hop. Oh, je vous laisse. Je reviens. Et voilà, je viens de mettre la prise électrique pour recharger la batterie. Et donc, je peux reprendre là où j'en étais. Donc, ouais, c'est clair qu'il faut faire une différence entre aide de vie, employés de gré à gré, et aide de vie qui viennent payer par les associations. C'est quand même différent. La relation ne va pas être la même. Parce que là, tu peux t'attacher à quelqu'un que tu vois tous les jours, ou presque pas, même pas tous les jours, mais de manière régulière, et que tu connais depuis 3 ans. Et forcément, il y a des moments où, déjà, tu partages des choses avec elle, elle te suit, comment dire. Par exemple, moi, quand je vais voir mon neurologue, elle est au courant de ce qui se passe pour moi. Quand elle apprend que ma maladie évolue et que peut-être que demain je vais être en fauteuil roulant et qu'elle va devoir être encore plus présente pour moi, si elle est un peu sensible, elle ne peut pas rester indifférente à ce qui m'arrive. Moi, je connais aussi un petit peu sa vie. Donc, même si on sait, nos rapports restent professionnels, je n'aime pas dire ça parce que je ne me sens pas du tout son employeur en fait. Mais bon, sauf si elle fait une connerie, et là je lui dis oh, j'ai là. Mais de manière tout à fait sympa, comme comment dire, je ne profite pas de la situation, je crois pas. Non, je suis plutôt cool comme employeur. D'ailleurs, ça m'est tombé dessus comme ça, je ne savais pas qu'un jour je deviendrais employeur. Bref, donc je continue. Donc en fait, là c'est un article qui a été écrit par Nathalie Renard, psychologue. Le lien affectif est inévitable entre un handicapé et son auxiliaire de vie. Alors, il reparle le film Les Intouchables. Nathalie Renard, psychologue et directrice d'un service d'auxiliaire de vie à Nice, nous explique la relation particulière entre une personne handicapée et son auxiliaire de vie. La personne dépendante, que l'on appelle dans notre métier l'usager, est dans l'incapacité d'effectuer les gestes essentiels et les plus intimes de la vie, manger, se laver. Ça dépend. Elle se trouve donc soumise à celui ou celle qui se charge de l'aider. Normalement, l'affectif a peu de place dans une relation professionnelle. Mais dans ce cas, la nature même des actes de l'auxiliaire de vie bouleverse les codes habituels. Le lien affectif devient inévitable. D'une part parce qu'il y a une effraction de l'intimité de l'usager dans son lieu de vie, dans son rapport au corps. Ensuite parce que le moteur de l'auxiliaire de vie est l'empathie qu'elle va éprouver. Alors moi j'ai envie de dire que c'est d'une part forcément la régularité de nos rapports. Si tu vois très souvent quelqu'un durant des années
avec qui tu t'entends bien. Parce que forcément, s'il y a deux vies, tu n'aimes pas, ça se passera jamais. Mais forcément, il y a de l'amitié. Et puis, on a envie d'apprendre à se connaître, on se confie. Donc c'est ça qui crée un rapprochement, et un lien qui se tisse. Et donc forcément, c'est pas parce que tu sais que la personne qui vient chez toi, tu la payes, que tu ne veux pas avoir de l'affection pour elle. Parce que c'est quoi l'amitié, finalement? C'est apprécier la personne, c'est... comment je pourrais dire ça? Ben, en fait, pour tout te dire, pour moi, quand c'est même presque... comment je pourrais dire ça? Quand tu es bien avec une personne, que tu passes des bons moments avec elle, je veux dire que tu apprécies, et d'ailleurs c'est partagé, parce que tu vois, si je ne vais pas forcément parler de ce qu'on partage, mais un exemple, si elle me voit en train de... Je lui parle d'une vidéo que j'ai faite, par exemple. Ça lui donne envie de la voir. Et peut-être tu me montres et tout. Mais je ne vais pas lui dire, non mais attends, là tu es là pour aller bosser, ça me fait plaisir qu'elle veuille s'intéresser à ce que je fais. Tu vois? Et en plus, s'il fait une vidéo sur les aides de vie, c'est sûr que celle-là va me donner à la voir. Mais pourquoi je disais ça? Oui, c'est pas un sens unique, leur relation. Et je sais qu'elle, son boulot lui vient à cœur, et c'est pas juste pour gagner sa vie. On en parlait, enfin, je sais que quoi que vont dire certaines personnes, on a tous un rapport différent à l'argent, et même si c'est normal qu'elle veuille être payée pour ce qu'elle fait, et heureusement d'ailleurs, parce que tu ne peux pas respecter quelqu'un si, comment dire, c'est le rapport justement professionnel est possible, comment dire, le respect est possible si la personne elle est payée pour son travail, et ça n'empêche pas justement que parce qu'elle est une professionnelle, je ne puisse pas avoir de l'affection pour elle. C'est pas incompatible, voilà. Par contre, c'est clair qu'en pratique, c'est pas toujours facile. Comme je disais tout à l'heure, à quel moment ça bascule dans bah là, on devient plus des copines, tu vois, quand on regarde une vidéo ensemble, quand on rigole, quand on partage j'allais dire des émotions, des anecdotes, enfin, quand on parle de nos vies, c'est sûr que là, on n'est plus dans le bon, je vais aller à la pharmacie pour toi, amène-moi le téléphone, il faut que j'appelle mon neurologue, tu vois. Non. Mais voilà, et des fois, j'ai eu une fois un malaise où je me suis dit, bon, là, quand on discute là, elle va me faire payer ou pas, tu vois. Mais enfin, ça m'était difficile, hein, j'en avais parlé à la petite fille. Je veux pas que me dire, je l'appelle pour qu'elle soit mon amie, tu vois. C'est ça qui me dérangerait. Et franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que c'est voilà. Et comme je vous disais ce matin, si je me plante, eh ben je me plante. Mais je pense pas me planter. Bref, voilà. Donc c'est vrai que c'est délicat. C'est pas toujours facile. Et alors, je continue parce que c'est sympa quand ils disent, oui, empathie. Ben oui, je sais qu'elle ne veut pas mentir. Comment dire, dans une relation, tu sens, tu as un feeling ou pas avec une personne. Et tu sens bien si c'est réciproque ou si la personne, elle s'en fout. Je te raconterai une autre histoire plus tard. Je continue. Y a-t-il des écueils à éviter? Le risque principal est l'infantilisation de la personne dépendante. Les soignants se sont responsables de l'autre au point de procéder avec elle comme avec un enfant. Il faut donc apprendre à établir des frontières, à faire des choses à la place de l'autre sans lui imposer sa propre manière. Et c'est là où je vais te parler de mon ancienne aide de vie, Véronique, que j'ai fait partir. Bon, il y a des côtés qui étaient sympas, je ne vais pas critiquer pour tout, mais j'avoue que ça, le coup de voir, par exemple, de dire ouais, là, je sais pas comment c'est qu'il faut faire, et puis elle fait ça, et puis elle critiquait tout le temps Jalila, et elle disait comment il fallait que je fasse, et ça, c'est pas possible. Quand tu es employeur, tu ne peux pas accepter que. Et d'ailleurs, ils te disent là, clairement, c'est à l'aide de vie d'être à l'écoute de tes besoins, et même si par exemple, et ça, il faudrait que je dise,
Bon là, c'est l'heure, tu peux partir. Tu peux partir, j'ai envie d'être tranquille. Et bien un jour où je peux dire à mon devis, non, c'est bon, c'est elle a fini son boulot. Et bon, bref. Il faut vraiment que la personne elle soit assez à ton écoute, pour savoir que comment établir les limites, on les établit à deux en fait, tu vois. Moi, je parlais d'une autre devis. J'aurais dit très sympa aussi. Moi, elle est là que pour 2 heures, mais des fois, souvent, elle reste un peu plus longtemps parce qu'elle veut m'aider. Elle me dit tiens, voilà, pour la cuisine, t'as besoin de moi pour ça, pour ça. Alors, on a toujours besoin de quelqu'un, hein, c'est facile. Ouais, j'ai toujours besoin de quelqu'un, même pendant les repas. Puis on est, il peut partir. Je dis mais oui, pars. Et des fois, je me dis mais ça, ce qu'elle a fait, c'est bien, elle me l'a fait. J'apprécie. Mais j'aurais pu faire moi-même aussi bien. Mais finalement, j'en viens à accepter qu'elle reste parce que c'est pas confort, quoi. Alors qu'elle pourrait se dire, bon, allez, j'ai terminé mon heure, je peux partir? Oui, tu peux partir. Voilà. Mais donc, il y a des fois, c'est pas toujours évident, à la frontière, à quel moment, finalement, est-ce que j'ai envie de me pousser à faire des choses que je pourrais faire? Ou si elle me propose de les faire, je accepte qu'elle les fasse. Tu vois, c'est à ce niveau-là que je voulais dire ça. Donc, comment devenir auxiliaire de vie? Le métier d'auxiliaire de vie consiste à assister, à aider et à accompagner au quotidien les personnes en situation de dépendance, liées à l'âge, à la maladie ou au handicap, et à garantir leur maintien au domicile. C'est grâce à elle qu'on peut rester à domicile. Voilà. Alors, les missions sont multiples et variées, et s'inscrivent dans une démarche d'aide à domicile au sens large du terme. Les tâches qui lui sont confiées peuvent être de l'ordre de l'accompagnement dans les activités du quotidien. Les courses, le ménage, le repassage. Le repassage, c'est pas un accompagnement, elle le fait toute seule. La préparation des repas, les déplacements divers, ou bien encore les démarches administratives. Deuxièmement, assister dans les postes les plus élémentaires peut également faire partie de la mission de l'auxiliaire de vie, lorsque le degré de dépendance le nécessite. Il peut donc être aussi un soutien pour aider la personne à se lever, se coucher, faire sa toilette, s'habiller, se coiffer, etc. J'ai besoin d'aide des fois pour mettre les chaussures, voilà, chaussettes et chaussures. Troisièmement, la situation de dépendance, qu'elle soit liée à la maladie, à l'âge ou au handicap, peut être source d'isolement psychologique et social. L'auxiliaire de vie va donc à rompre cet isolement en amenant la personne qu'elle visite en promenade, faire des courses, faire des activités en communauté, ou la stimulera par des jeux de société, entre autres. C'est plutôt moi qui stimule. Non. Bon, ben là, c'est là où c'est des fois un peu difficile. Bon, quand on va par exemple à la Gazette Café et Groupe de Parole, j'ai besoin d'aide pour m'amener là-bas. Mais en même temps, elle apprécie ces échanges que j'ai avec d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques. Mais par exemple, si on va à la plage, est-ce qu'à un moment, on va dire, on va à la plage dans le cadre de notre travail, ou bien si peut-être un jour elle aura envie qu'on partage ensemble, je sais pas moi, par exemple, aller au concert de Vita Esteban, est-ce qu'elle y va dans le cadre de notre travail, ou est-ce qu'on y va ensemble comme deux copines, tu vois? C'est là, c'est pas toujours évident, mais ça, on va en discuter ensemble, c'est vrai, on va savoir. Bon, elle m'a dit qu'elle paierait sa place déjà. Alors, les qualités requises pour la fonction d'auxiliaire d'aide de vie sont à la fois techniques et humaines. Avoir le sens de l'organisation. Elle doit être autonome dans l'organisation de ses journées et des tâches à effectuer en temps limité. Ouais, en plus, la pauvre, elle a aussi organisé qu'elle est mère et femme, et bref, tu vois, donc gérer aussi sa vie de famille, c'est pas évident. Deuxièmement, aimer les contacts avec les gens. Le contact humain est à la base du métier d'auxiliaire de vie. La fonction ne se limite pas à des tâches à effectuer. Il faut aussi s'intéresser à la personne que l'on a en charge, à sa vie, ses éventuelles pathologies et à ses éventuelles inquiétudes. Troisièmement, avoir une très bonne qualité d'adaptation. L'auxiliaire de vie visite plusieurs personnes dans une même journée, chaque cas est unique. Il est donc essentiel de cerner rapidement les besoins afin d'accompagner au mieux les personnes dépendantes. Quatrièmement, savoir se montrer à l'écoute et faire preuve de patience. Être en bonne forme physique. Certaines tâches quotidiennes à effectuer dans le cadre de cette fonction peuvent parfois nécessiter de porter de lourdes charges, se baisser, solliciter son dos. Ouais. Être discret, honnête, ponctuel. Ah, ponctuel, c'est un peu son péché mignon, mais bon, c'est la seule chose que je vois. Les personnes qui font appel à un auxiliaire de vie
lui donnent accès à une part importante de leur intimité. Il devrait donc veiller à respecter le secret professionnel et à tenir ses engagements. Ouais, bon, pour ça, on peut lui faire confiance. S'adapter à des horaires souples. Une personne, quand elle est dépendante, elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette fonction peut donc nécessiter de faire appel à une aide en semaine, le week-end, les jours fériés, de nuit, ou selon des horaires que l'on pourrait qualifier de décalés. Et oui, ça c'est bien parce que si, tu vois, le jour où j'ai eu un accident, j'ai appelé, elle est venue, et ça, c'était imprévu. Donc, c'est bien. Elle doit également adopter des règles de bienveillance, telles que frapper avant d'entrer. Bon, il y en a une qui ne le faisait pas, ça m'énervait. Appliquer le vouvoiement, être poli. Alors, le vouvoiement, ça fait un bail qu'on ne le fait plus, hein, forcément. L'auxiliaire ne doit pas trop en faire, mais c'est limité à ses missions. Agir en fonction des besoins de la personne. Respecter les habitudes de vie de la personne. Ouais. Alors là, il ne faut pas accepter de recevoir d'objets, quelque valeur que ce soit, de la part de l'usager. Bon, il va recevoir de la nourriture et tout, mais bon, franchement, ce serait con. Si elle veut quelque chose que moi j'ai pas aimé, plutôt que foutre à la poubelle, franchement, ce serait débile. Ouais, il y a un contrat de travail qui est à la base. Hein. Quelle que soit l'amitié qui a pu se développer, il faut maintenir le cadre professionnel de la relation. Ouais, bon, tout ça c'est quand même du baratin. Hein. En pratique, ça ne nous dit pas comment faire. Voilà, ça c'est bien. Maintien à domicile, c'est maintenir le mode de vie et non en imposer un. On est les mains et les pieds de la personne aidée et on doit intervenir comme elle le ferait elle. Ça, c'est super important. C'est un article qui s'appelle Dépendance et AVS, la parole aux auxiliaires de vie sociale par Blandine Piron. Il y a des gens qui sont tactiles, qui peuvent avoir besoin de vous prendre dans leurs bras. Il faut accepter d'avoir des émotions et qu'ils en aient également, mais il faut ne pas se laisser envahir. Il s'agit de préserver son individualité. C'est vrai que alors, Lina vous voit et appelle toujours l'idée par son nom de famille. Voilà, ça c'est. Annie se protège du copinage et de petits arrangements en n'acceptant pas les surplus de nourriture ni les objets dont la personne ne veut se séparer. On essaie toujours de mettre des barrières. On connaît mal. Alors, au début, on s'investit trop peut-être. On connaît mal ses limites et celles de son travail. On apprend, et ce aussi grâce aux collègues, qu'en fermant la porte, il faut penser à sa propre vie. Ouais, mais attends, c'est difficile, hein. Tu sais que demain, tu vas revenir sur la personne. S'il arrive un truc, tu peux dire « Ah non, c'est demain que je viens de boire. Là, ce soir, c'est famille. » Encadrer une mission et les recadrer le cas échéant. Alors là, tu vois, comment je peux te dire ça? C'est vrai qu'on a tendance, quand on je sais pas, moi, je suis chez moi, voilà. Avant, ma mère était là. Des fois, ça arrivait que grosse émotion parce que, voilà, on est allé voir le neurologue qui me dit que ma maladie s'est aggravée. Et je lui dis, maman, ça va pas, elle me voit en pleurs, elle prend ses bras et c'est normal. Et là, tu te dis, tu apprécies la personne qui est en face de toi, tu as confié plein de choses et tout, tu as des émotions qui te submergent. Et pareil, tu auras envie, le même réflexe, de la prendre dans tes bras parce que faut être consolé. Mais non, parce que c'est ton aide de vie, t'as pas le droit. On se calme. Et ça, c'est pas toujours évident. Et d'un autre côté, moi, il y a un truc que je ne veux surtout pas faire, c'est mettre mal à l'aise d'autres personnes et qu'on ait pitié de moi. Donc, je prends sur moi et je me console toute seule. Voilà, c'est tout. Ouais, donc voilà, ça n'empêche pas que, surtout encore plus, quand tu as l'affection pour quelqu'un, tu dois te retenir spontanément, voilà, tu cherches toi-même tes propres limites, sachant que tu ne veux pas mettre mal à l'aise à l'autre personne, comme je viens de le dire, et en même temps, tu es chez toi, quand des fois on a des émotions qui se débordent, non, ça n'arrive jamais, des émotions qui débordent, plutôt quand tu ressens des émotions, je vais pas monter plus que ça. Voilà. C'est pas simple.
En plus, d'autant plus quand tu es seul, quoi. Tu vois, moi j'aurais une famille, un mari, des enfants, plein de copines autour de moi, ce serait vachement plus simple. Voilà. Et là, bah, la vie, elle doit faire tout ça. Elle doit compenser tout le manque que tu as. Et c'est pas évident, franchement. Je change de lunettes parce que c'est là que tu peux voir de près. Et même, je pense, si pour moi... Attends, je vais boire un petit peu. Si pour moi, des fois, je ressens comme un malaise en me disant, est-ce que je peux... tu vois, par exemple, à la rentrée de vacances, je lui dis, on s'embrasse, on se fait la bise ou pas? Alors, j'attends qu'elle vienne vers moi. Donc, du coup, parce que je veux pas... Je veux pas... Comment dire? C'est un peu comme tu as ta bulle. Voilà, elle a sa bulle, j'ai ma bulle. Et je veux pas forcer... C'est à elle de me poser ses limites aussi. Et je m'adapte. Et en même temps, ouais... Je sais pas comment dire ça. Donc, il y a des fois où j'aurais envie d'être beaucoup plus peut-être tactile, naturelle, quoi. Mais que je me retiens parce que je sais que c'est une aide de vie professionnelle. Même si j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec elle et tout. Et en fait, je vais te dire tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que quand tu as une personne qui est présente dans ta vie, que tu apprécies, c'est un peu ton petit rayon de soleil, quoi, parce que la vie avec un gros impact n'est pas facile, c'est difficile, ce que je vis, c'est au jour le jour, c'est lourd, je suis toute seule, et quand tu as quelqu'un qui arrive, à qui tu rigoles et tu te sens bien, et ben forcément, voilà, ça te donne la joie au cœur, et du coup, je lui dis, Jaina, envoie-moi des textos, arrête, pourquoi tu m'envoies plus des textos? Bah tiens, je viens d'avoir 2 nouveaux messages. Non. Ça serait très marrant ça, en pleine vidéo, ça serait très marrant. Ça serait très marrant. Si, c'est elle. Ah, je suis trop contente. Bon, Jaina, t'as fait fort là, t'as fait fort en direct. En direct dans ma vidéo, Jaina, elle m'écrit. Alors, qu'est-ce que ça va? Ah, ça fait pas mieux. Bon appétit si tu manges, voilà. Je lui dis, franchement, tes textos, ils me manquent. Alors après, on discutait, on a dit, ouais, mais en fait, c'est le coup de ma belle-sœur qui lui a dit, oh, bah, tu veux pas être copine avec ton aide de vie? Mais si, je veux être copine avec ton aide de vie, merde. Et ça, c'est inéluctable parce que on est humain, quoi. Tu vois? Et là, quand je reçois un SMS d'elle, je me dis, ah, ça fait plaisir. Et je lui dis, tu sais, quand je reçois un SMS de toi, je suis tellement... Ouais. C'est pas... Même si j'étais pas seule, je pense, tu vois, si j'avais une vie passionnante, sans sclérose en plaques, j'aurais quand même plaisir à recevoir ses textos, à avoir ses nouvelles et à parler avec elle. Voilà. C'est pas que parce que je m'emmerde dans la vie que ça me fait plaisir d'avoir ses nouvelles, non. Mais il ne faut pas avoir de honte à avoir des émotions, des sentiments positifs envers quelqu'un, et tu emmerdes des gens qui te disent le contraire. Et voilà. Et c'est normal de s'attacher à quelqu'un que tu vois souvent et avec qui tu t'entends bien. C'est tout. Voilà. Et moi, je ne vois pas où est le mal. C'est tout. Alors après, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Quoi? Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, bref. Bon, enfin, bref. Voilà. Donc, ça fait... J'ai envie de dire que... À la question, est-ce qu'on peut être ami avec son aide de vie? Je dis oui. Je lui dis, ce n'est pas facile de comment dire ça? Faire la part des choses, en fait. Si tu veux, c'est d'être ami avec quelqu'un avec qui tu as des relations professionnelles. C'est comme... Comment dire ça? Non. Est-ce qu'on peut être ami avec son employeur? C'est ça la question. Accepte ce que tu ressens, accepte ce que tu ressens, et c'est tout. What the fuck? Bon, allez, je termine là. Avec moi, elle est au diplôme. Ça fait combien de temps que ça va faire 40 minutes, je vois, une demi-heure. Bon, et puis elle attend que je lui réponde. Maintenant, je vais pas dire, Janina, réponds à mes SMS si moi je lui réponds pas. Je vais lui dire, j'étais en pleine vidéo, excuse-moi. Voilà, donc, non, mais franchement, si quelqu'un, comment dire, t'apprécie d'être avec quelqu'un, si c'est, ben dis-le lui. Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi
on n'est pas naturel dans la vie. Pourquoi? Si tu apprécies quelqu'un, tu ne lui dis pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Bah, c'est plutôt sympa de dire à quelqu'un que tu l'apprécies, non? Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller manger, j'ai faim.